aussi une réputation d'accueil de l'hébergement, et c'est nous tous, c'est notre collaboration qui nous permettra de pouvoir retrouver et permettre aux touristes de retrouver le chemin de notre Bourbonnais. Certes, aujourd'hui, la crise est toujours là, et on aurait bien aimé que cette réunion soit en présentiel, dans une grande salle, tous ensemble. Malheureusement, ça n'est pas possible, et donc nous allons travailler en vidéo, et je pense que on a suffisamment de moyens techniques pour que ça marche au mieux. Donc, il faut savoir que les touristes qui prochainement passeront chez nous et resteront, parce que le but, c'est bien entendu, c'est pas seulement qu'ils traversent notre Bourbonnais, mais c'est aussi qu'ils s'arrêtent et qu'ils y fassent étape et qu'ils y trouvent un certain plaisir à rester chez nous. Donc, mais bien entendu, après tous ces mois de confinement, semi-confinement, angoisse, eh bien sans doute leur comportement changera un peu. Et ils se demanderont sans doute plus à être rassurés et sans doute être certains des conditions sanitaires dans lesquelles nous les accueillerons. C'est d'ailleurs un des propos qui sera traité aujourd'hui par Jean-François Jaubert, qui est le directeur général adjoint Rhône-Alpes-Auvergne de notre comité régional touristique. Je vais lui passer la parole d'ici quelques instants, mais avant, je souhaite vous présenter une petite vidéo enregistrée par Pierre-André Périssol, le président de la communauté d'Aglo. Pierre-André Périssol n'a pas pu malheureusement être présent avec nous en raison de tous les nombreux engagements qu'il a pour la communauté d'agglomération. Et donc, il nous a fait, vu l'importance de cette réunion, il a tenu absolument à faire une petite intervention qu'on va vous présenter dès maintenant. Mes chers amis, je vous souhaite de tout cœur une meilleure année 2021, une année 2021 plus légère qu'a été l'année 2020. Vous savez toute la priorité que j'accorde au tourisme, et malheureusement, j'ai vraiment un engagement auquel je ne peux pas me soustraire, et c'est notre vice-président au tourisme, Michel Barbarin, c'est notre président de l'Office de tourisme, Philippe Boismenu, et notre directeur de l'Office, M. Laborie, qui vont animer ce webinaire sur le tourisme. Vous avez été très impacté par la crise en 2020. C'est probablement le secteur qui a été le plus en difficulté. Et vraiment, je veux vous remercier parce que vous avez tenu. Vous êtes restés mobilisés, vous avez cherché des solutions, vous l'avez mis en œuvre et vous avez eu des résultats. On a été, vous le savez, complètement à vos côtés. D'abord en cherchant à mettre de la lumière sur notre territoire, à la fois pour nos Bourbonnais, mais aussi pour faire en sorte que j'habitais Paris, j'habitais Lyon, j'habitais dans une ville et je choisissais Moulins plutôt qu'une autre ville, qu'un autre territoire sur notre pays. Et donc, on a mis en lumière nos monuments emblématiques et ça a eu un impact très fort. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de Bourbonnais qui sont venus plusieurs fois et qui ont dit à leurs amis, à leurs parents, à leurs enfants qui habitaient en d'autres endroits de la France, mais viens à Moulins, viens à Souvigny, viens voir nos joyaux mis en lumière et tu passeras un très bon moment. Ils sont venus et comme ça se passe évidemment lorsque la nuit est tombée, on dort sur place et le lendemain, eh bien, on va ne pas résister à la tentation d'aller visiter un autre joyau de notre territoire. Et donc, ça a eu de très bons effets. On a fait un chèque resto pour soutenir nos restaurateurs qui ont eu beaucoup d'impact. On a fait un chèque loisir pour aider nos concitoyens à découvrir les joyaux touristiques de notre territoire. On a aménagé des droits de terrasse, etc., pour faciliter la vie de nos acteurs économiques. Et puis,
il y avait ceux qui souffraient beaucoup sur le plan économique. On a fait un fonds d'action, un fonds de soutien, le fonds Région Unie Moulins Communauté, qui, je pense, a répondu aux besoins d'un grand nombre d'entre vous. Et je pense que ça a apporté du soutien à nos acteurs. Nous abordons maintenant l'année 2021. Malheureusement, cette année 2021 n'est pas très claire quant aux conditions dans lesquelles elle va se dérouler. Et donc, il faut se préparer. Il faut se préparer à la manière dont on va, exactement comme l'année dernière, qu'est-ce qu'on va faire pour attirer sur notre territoire des touristes dans cette saison un peu particulière. Qu'est-ce qu'on fait que un Parisien, un Lyonnais ou autre vont choisir d'aller en Bourbonnais? Pour ça, nous nous sommes d'emblée décidés pour renouveler les mises en lumière qui auront lieu. Il y aura un certain nombre de changements. En tout cas, on pourra compter sur la mise en lumière de notre territoire. Nous allons aussi nous attacher à faire des animations, à faire en sorte qu'on ait envie de sortir. Je crois encore une fois qu'il est important d'attirer des touristes, mais qu'il est aussi important que nos concitoyens se sentent bien dehors, parce qu'encore une fois, ce sont les premiers ambassadeurs pour faire venir, encore une fois, des gens qui peuvent connaître, avec lesquels ils sont parents ou amis et qui habitent ailleurs. Et puis, nous avons aussi renouvelé les chèques cadeaux pour les restaurateurs, parce qu'on sait qu'ils souffrent probablement encore plus que d'autres, et donc il faut les accompagner. Et puis, il faut aussi se préparer, lorsque les touristes viendront, à les traiter dans ces conditions particulières. Et pour cela, je me réjouis que notre office de tourisme ait prévu tout un ensemble de formations, et je vous propose vraiment d'en profiter. Alors, moi, je suis toujours convaincu que c'est ensemble qu'on trouve des solutions, que c'est ensemble qu'on passe. Ce webinaire, c'est l'occasion de vous écouter. Pour vous, faites des propositions, posez des questions, et c'est en dialoguant qu'on trouvera ensemble les bonnes solutions, et c'est ensemble qu'on agira demain. Merci, et de tout cœur, qu'on se prépare bien à passer avec les meilleures conditions la saison qui vient. Merci. Voilà, nous allons passer maintenant la parole à Philippe Boismenu, qui est président de l'Office de tourisme, mais qui est également vice-président en charge du développement économique à Moulins Communauté. Bonjour à tous, et comme mon collègue, je tenais à vous présenter un vœu simple pour 2021. Que nous retrouvions notre vie d'avant et que notre territoire retrouve son dynamisme touristique dont ce qu'il caractérisait jusqu'à maintenant. Je vais être bref, je vais vous rappeler très rapidement, pour ne pas être trop lourd, les dispositifs de soutien au secteur touristique. Tout d'abord, les mesures régionales, les aides aux investissements pour la vente à distance, commande à emporter, livraison à domicile. Un prolongement probable jusqu'à mi-février 2021, puisque je vous rappelle, ces aides sont terminées au 20 janvier cette année. Aide directe aux investissements portés par les commerçants et les artisans indépendants, avec points de vente dont l'effectif est inférieur à 10 salariés et le CA inférieur à 1 million d'euros. Ce dispositif est destiné à l'acquisition de matériel pour la vente à distance, click and collect. Les dépenses éligibles sont les aménagements intérieurs et extérieurs, les vitrines, les comptoirs, etc., les équipements matériels professionnels, les véhicules utilitaires de la livraison et tournée, le mobilier, etc. La subvention est comprise entre 500 et 5 000 euros. Le taux de subvention est de 80% maximum. Le dispositif non-commerce en ligne.
accompagnement des structures de moins de 10 salariés de commerce, artisans ou avec ou sans point de vente pour la création d'un site Internet. Cette aide s'élève à 1 500 € avec un taux d'intervention de 50% maximum, accessible sur le portail de la région à partir du 10 novembre. Les dépenses éligibles sont la création, la refonte ou l'optimisation en présence du site web. Les mesures au niveau de Moulins Communauté, comme le président vous en a touché 2 mots tout à l'heure, le fonds d'urgence de Moulins Communauté, enveloppe de 363 000 €. Cette subvention est de 500 à 5 000 €. Le montant de la subvention se base sur les emprunts en cours ou des dépenses d'investissement effectuées depuis le 11 mai 2020. Le fonds micro-entreprise association, une enveloppe de 520 000 €. Avance remboursable de 3 000 à 30 000 € à taux zéro. Le remboursement se fait sur 5 ans, dont 2 ans de différé, accessible aux entreprises de moins de 20 salariés. Et bien sûr, toujours les mesures de l'État, le Fonds national de solidarité, l'exonération et report des cotisations sociales et les prêts garantis par l'État. Je vous rappelle que le contact à Moulins Communauté Service Développement Économique apparaît au bas de votre écran. André Dubuisson, n'hésitez pas à l'appeler pour tout contact, tout renseignement complémentaire. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et puis, avec mon collègue du tourisme, nous restons à votre disposition pour quelques questions qui vous posez et on reste à votre disposition. Laurent. Merci, merci Monsieur Beaumenu. Nous allons maintenant passer la parole à Jean-François Joubert. Par contre, on a un petit problème technique, me souffle le temps à l'oreille, donc nous patientons quelques secondes et nous revenons très vite. Juste avec nos excuses. C'est revenu? Ça, c'est tout le problème. Ils sont revenus, il semblerait que vous ayez perdu l'image. J'espère que vous avez eu le son, c'était forcément le plus important. Comme je le disais, nous allons donner la parole à Jean-François Joubert, qui est le directeur général adjoint d'Auvergne Tourisme, le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous parler, grâce à la veille importante que fait le comité régional, des nouvelles tendances qui pourraient se dessiner après cette crise, bien évidemment. Donc je laisse la parole à Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Parce que quand tu parles, Laurent, le son est beaucoup plus éloigné qu'au début de la session. Alors je vais essayer de partager mon écran. Vous allez me dire si c'est bon. Ça sent de l'arsène sur le plateau, ça. Est-ce que je vais me mettre en affichage. Vos micros sont coupés, là. Ah d'accord. L'arsène, c'est plus nous, on n'en voit plus rien. C'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut me confirmer que le document est bien affiché? Je vois plus le chat, hein, donc je ne sais pas. Ok. On voit plus le son. Je peux lui confirmer qu'on a le... Par contre, il attend la Allez, donc j'y vais. Bon, je vais le faire à l'aveugle. Hein. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que juste quelqu'un pourrait me confirmer dans le chat que vous m'entendez aussi? Je vais regarder ça sur mon téléphone. On vous entend bien, Jean. Super, merci. Ok. Donc voilà, donc merci, donc je suis content d'être avec vous, merci à Laurent de nous donner la parole. Je rappelle, hein, donc Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on est le comité régional du tourisme, on se dénomme plus familièrement Agence régionale du tourisme maintenant, donc on fait 5 grands métiers.
hein, tout ce qui est observation, étude, analyse, voilà, les données, les statistiques, donc, qui fait l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. On est aussi organisme de formation, on professionnalise les acteurs via un nom de scène qui s'appelle Trajectoire Tourisme. On travaille en lien avec la direction du tourisme du Conseil régional sur le développement de l'offre. On travaille évidemment à la promotion de l'offre touristique et puis à la communication des territoires que l'on met régulièrement en avant. Oui, l'image est figée parce que j'ai pas commencé le dérouler encore, ça va arriver. Donc je vais vous parler des tendances aujourd'hui. Donc évidemment, on n'a pas de boule de cristal, hein, pas plus que vous. Ceci dit, on observe beaucoup ce qui se passe. On est en veille sur l'ensemble de la planète, en fait, dans tout ce qui se passe en matière de tourisme, en matière de consommation. On regarde aussi ce qui s'est passé avant cette crise-là, et on essaye d'en tirer des projections qui soient pratiques, pragmatiques, donc pas des choses à super long terme. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc très rapidement une première source qui est une source socio-vision et qui met en éclairage qu'en fait on a déjà vécu des crises et qu'en fait on s'en est toujours sorti. Ce qui est inconfortable aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas l'issue de cette crise-là. On espère qu'elle sera tous le plus courte possible. Néanmoins, voilà, l'inconfort, il est dans le fait qu'on ne sait pas trop l'issue, mais en tout cas, on est toujours sorti. Et puis la grosse partie de ma présentation sur donc notre travail de veille et d'analyse en interne sur les répercussions en matière de tourisme. Donc normalement, ça doit dérouler là, si je suis bon. Ok, donc rappelez, donc il y a eu, on va dire, 6 crises qui ont impacté en fait la consommation touristique, ou en tout cas des éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans les consommations. La Grande Dépression de 1929, je ne suis pas sûr qu'on s'en rappelle tous. Néanmoins, il y a eu déjà des aspects qu'on retrouve aujourd'hui sur une sorte de repli national, sur le retour à la tradition, une forme de sobriété dans la consommation. Ça, c'est dû régulièrement aux crises qui sont économiques, aux crises d'ampleur. Premier choc pétrolier en 1973, c'est là qui est apparu pour la première fois la conscience écologique, l'appel à consommer national, là aussi une forme de sobriété. Voilà. Dès lors qu'on est sur des crises économiques, on revient à des choses qui sont plus proches, plus à côté de chez soi, et qui rassurent le consommateur que nous sommes tous. 2001, les attentats du 11 septembre ont une répercussion gigantesque sur le tourisme. Je ne sais pas si chacun s'en rappelle. Donc il y a eu un effondrement du tourisme, mais en fait finalement on a eu un rebond rapide parce qu'une fois qu'on est sorti du choc de ces attentats, choc psychologique et choc politique de ces attentats, finalement la consommation touristique est revenue, et au contraire même, on a eu l'impression que les personnes avaient envie de profiter de la vie et donc envie de s'offrir des bons moments, et le tourisme évidemment est un de ces éléments qui permet aux gens d'offrir des bons moments. Ensuite, il y a eu une épidémie en 2002-2003 du SRAS. Alors certes, beaucoup plus limité qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 2 millions de morts dans le monde, ce qui est absolument incroyable. On est à plus de 72 000 en France, alors qu'on a eu 800 décès pour le SRAS. Donc il y a eu un impact limité. N'empêche que voilà, on a pu se sortir de cette épidémie-là parce que les soins prodigués ont été bons. J'ai des problèmes de son, je ne sais pas quoi faire si ça ne marche pas. J'ai l'impression que je vois des messages sur le chat. Une autre crise économique, la crise des subprimes en 2008. Donc là aussi, il y a eu une forme de recentrage de la part de la consommation, notamment touristique ou de loisirs, avec une suppression du superflu, l'appel de nouveau à la sobriété, et puis la valorisation des consommations locales et responsables, chose qu'on va retrouver dans ce que je veux vous expliquer tout à l'heure. Donc là aussi, on l'a vraiment observé en 2008. Catastrophe écologique 2011, la centrale nucléaire de Fukushima, suite au tsunami au Japon. Là aussi, boom des consommations locales, responsables, et puis on a les citoyens demander plus de transparence et de traçabilité au niveau de l'économie et de ces éléments qui peuvent avoir un impact sur la planète et sur l'environnement. Tirer de ces quelques éléments de crise, c'est qu'en fait, souvent on observe ce qui est en commun, c'est le retour aux racines. Voilà, on veut se rapprocher de ce qui est essentiel pour soi. Il y a aussi toujours une mise en avant des offres responsables, à la fois environnementales, mais au niveau fabrication locale, faire profiter l'économie de proximité. Ça, c'est une chose qu'on voit aujourd'hui. La valorisation du faire soi-même, on parle de co-construction aujourd'hui en matière de développement des offres de loisirs, mais en tout cas se replie à des choses plus simples peut-être et sur lesquelles les gens ont une prise directe.
Quatrième point, le culte de la sobriété, le refus de l'ostentation, là aussi revenir à des choses simples, essentielles, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots par rapport à ce qui s'est passé là, pendant le confinement. Et puis, finalement, il y a quand même à chaque fois la notion de plaisir et de consommation, de compensation. Ok, j'ai vu des moments difficiles. Ok, il y a eu, je sais pas, j'ai pu être touché par la crise économique, par la crise sanitaire, mais j'ai besoin de consommer sur des choses qui me font plaisir et qui me ressourcent, qui me réparent, entre guillemets. Donc ça, à chaque fois, ces points communs sont revenus quand on a regardé l'évolution de ces crises-là. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet sur le digital, donc en fait, on observe, alors globalement, non pas des changements radicaux, à part peut-être sur le plan sanitaire, là aussi je vais revenir, mais sur une accélération de phénomènes, dont le digital. Donc évidemment, il y a pour tout ce qui est e-commerce, sans contact, voilà, il y a des choses qui se sont banalisées. En fait, on a observé une accélération pour les gens qui utilisaient déjà ces outils digitaux, mais aussi ça aussi a eu une vocation de grande première, en fait, notamment pour les seniors, en créant de nouvelles habitudes. Je sais que c'est toujours mauvais de prendre l'exemple personnel, mais je vois mes parents, hein, qui ont un certain âge, c'est la première fois qu'ils ont fait un drive et ensuite ils sont allés chercher leurs courses dans un supermarché via ce biais-là. Et maintenant, là, ils ont pris le pli, c'est-à-dire que ça a créé aussi des formes de consommation, des formes d'achat qui maintenant se répartissent dans l'ensemble de la société française et même mondiale. Et ça, c'est des éléments qui sont évidemment très importants pour le secteur des loisirs et du tourisme. En fait, en tout cas, il n'y a plus aujourd'hui de réticence pour ceux qui pouvaient, à la limite, en avoir précédemment. Sur les offres culturelles, on a vu aussi, voilà, donc, on connaissait la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais tout ça a eu un essor absolument prodigieux. Alors l'idée, dans ce qu'on a pu observer, n'est pas de remplacer une visite d'un musée, hein, on ne remplacera jamais l'atmosphère, on ne remplacera jamais le plaisir que cela procure, mais c'est un moyen, notamment pour les sites de visite, les musées, etc., de garder le contact avec les clients dès lors qu'ils ne peuvent pas ouvrir, mais aussi de donner envie aux clients ou à la personne qui suit ces éléments-là, eh bien de venir. Donc le digital crée aussi une envie avant bien plus forte qu'on l'utilisait peut-être auparavant, qu'on utilisait via des sites internet. Voilà, on est carrément maintenant immergé en fait dans l'offre et comment dirais-je, je ne trouve pas le mot, on imagine le fait que quand on va visiter, quand on va pouvoir visiter, donc on prépare via ces outils-là les visites. On a observé aussi des éléments intéressants, notamment c'était le cas aux îles Féroé, hein, je crois qu'il fait partie du royaume du Danemark. Les guides touristiques en fait étaient sur le terrain, toujours pour garder le contact, pour donner envie aux consommateurs, et en fait étaient reliés avec des caméras, et les personnes sur leur canapé pouvaient suivre et pouvaient même demander des vues, etc. Donc ça peut paraître anecdotique, mais c'est juste l'idée, pour moi, aujourd'hui, d'illustrer ces éléments de contact et de préparer la visite, donner envie à la visite. En fait, on parle beaucoup d'aspiration en matière de tourisme. On est vraiment dans l'aspiration complètement immergée, j'ai retrouvé le terme, là. Donc que ce soit pour de la culture, pour des espaces naturels, pour des visites, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte dans la valorisation de son offre et dans la manière d'aller capter des clientèles touristiques. Évidemment, donc digitalisation aussi dans les actes d'achat. Je vous ai parlé beaucoup de l'avant, là, dans les exemples précédents, mais on est toujours vraiment dans le avant, pendant, après. Donc, grosso modo, c'est avant, même une fois qu'on a réservé. Donc, on peut déjà annoncer aux clients, et c'est des choses qui sont de plus en plus généralisées. Voilà, à votre arrivée, vous trouverez ça, vous pourrez faire ça, quelles sont vos préférences de repas, etc. Donc en fait, on prépare déjà en ligne, il y a un lien qui est établi, non pas avec la simple réservation, mais déjà un dialogue qui s'instaure entre le client et puis le prestataire touristique, donc avant. Donc évidemment, pendant, l'accueil est facilité, souvent si c'est pré-réservé, si le checking est fait, etc. Évidemment, le paiement sans contact qui devient une norme. Là, on évite les contacts. Aujourd'hui, on est encore imprégné de ça. J'espère qu'on en sortira rapidement. Mais ce sans contact, les gestes barrières, etc. Donc, il y a à la fois faciliter l'accueil, sécuriser par rapport aux aspects sanitaires, et puis évidemment l'après, les avis, les partages de photos, etc. Donc ça, vous connaissez déjà mieux. En tout cas, pour dire que tout ça est renforcé, tout ça est bien plus en avant aux différents stades de la consommation touristique.
Si je prends un exemple aussi, l'hébergement ou autre, les transports voilà, seront de plus en plus connectés. Bon, là, on a illustré, c'est des choses qui existent dans nos chaînes hôtelières, alors c'est à l'échelle mondiale. Des cours de yoga en ligne quand on arrive dans sa chambre, il y a ce genre de choses. On connaît aussi les éléments comme ça dans les transports avec des situations en temps réel. Alors, ce que je dis n'est pas forcément valable toujours sur la ligne Clermont-Paris, que vous connaissez tous, et que j'ai du mal à emprunter, j'avoue. En tout cas, voilà, ce temps réel, ces offres supplémentaires qui sont liées au digital, et bien s'accélèrent et sont aujourd'hui, en réalité, ce ne sont pas des fantasmes, c'est des choses que l'on observe tous les jours. Point 2, sécurité sanitaire. Alors ça, c'est nouveau. Les clientèles ont toujours eu besoin de rassurance, savoir si j'allais être bien logé, savoir si j'allais être bien accueilli, si c'était pas difficile d'accès, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on a observé avec cette crise-là, en tout cas ce que nous on vit, c'est effectivement cette sécurité sanitaire qui est exacerbée. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça, par contre. Donc, ce qui a été privilégié, notamment cet été, à l'échelle mondiale et bien évidemment européenne et française, c'est les moyens de transport individuels, c'est-à-dire que tout ce qui a été collectif a été plutôt boudé. Voilà, la crainte d'être trop en proximité avec d'autres personnes. Les hébergements ont plutôt été plébiscités donc, sur des choses individuelles, d'où le gros succès des meublés, des locations, etc. Tout ce qui est activités de plein air ont été plébiscités, évidemment, un peu plus que les sites de visite, même si finalement ça a été moins catastrophique que prévu. Et puis ça a permis aussi, peut-être, et c'est le point positif, de mettre en avant des sites dits secondaires, ce n'est pas péjoratif, mais des choses qui sont peut-être moins mises en avant et que les gens finalement recherchaient, des pépites cachées, pour être un peu à l'abri des foules, des flux touristiques principaux. Et ça a été important et c'est peut-être un élément à retenir, donc la mise en avant de choses un peu moins connues. Ça, c'est juste un exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien sur vos écrans, c'est une chaîne d'hôtel qui s'appelle Avani, qui est surtout présente en Asie. Et en fait, c'est pour vous donner la complexité, donc ils ont vraiment travaillé de A à Z sur tout le parcours client, les aspects sanitaires, là aussi pour rassurer le client. Donc ça va du 1 au 10, hein, vous voyez. Depuis l'enregistrement, depuis après donc les concierges numériques, ils ont lié des contrats avec des sous-traitants qui étaient engagés dans des programmes de confiance, de sécurité sanitaire totale, bon, etc., etc. L'arrivée, les zones publiques, les chambres, les activités sportives, et puis après, donc tout ça a été pensé. Donc c'est pour illustrer que il faut que chaque élément soit sécurisé. Le Digital Aid, je vous l'ai présenté juste avant, notamment en amont, pour le moment, les paiements sans contact, etc. Mais tous les éléments doivent évidemment être respectés. Là, encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que finalement, ça sera une norme, en tout cas, que ces aspects sanitaires vont être toujours dans la tête des clientèles et qu'il y aura quand même, même si on s'en sort complètement, des bases qui vont rester. Plus proche de chez nous, voilà, donc on a observé que dans les enquêtes, le slide est trop petit, oui, mais moi aussi j'ai un écran petit. On a observé, donc on a fait des études clientèle cet été, on a enquêté, on a des panels auprès des prestataires touristiques de l'ensemble de la région, et les clients demandaient vraiment, dès le site internet, dès la pré-réservation, à voir clairement ce qui était fait dans l'établissement, dans le site de visite, dans l'activité, en termes de mesures sanitaires. Donc ça, c'était vraiment important. Je pense que ça va encore perdurer cette année. Et puis, un élément qui a été prépondérant, c'est les conditions de vente de vos prestations et notamment les annulations gratuites à la dernière minute. Voilà, avec les confinements, avec les couvre-feux, avec tout ça qui sont quand même annoncés assez tardivement, hein, qui permettent difficilement de se préparer, et ben, les annulations gratuites étaient une des conditions sine qua non pour les clients pour pouvoir réserver dans tel ou tel établissement, telle ou telle activité. Ça, c'était vraiment prégnant cette année. Et ça existe notamment chez des plateformes de vente, hein, je pense comme Booking, c'est des choses qui sont maintenant dans les têtes des personnes et donc pour vous, professionnels du tourisme, des éléments à avoir en tête et à travailler de façon précise. Ce qui a marché aussi cet été, bon ça c'est du bon sens, hein, c'était les hébergements, je voyais tout à l'heure, je montrais Small is Beautiful dans les anciennes crises. Voilà, donc tout ce qui a été à l'écart, qui a été un peu expérientiel, un peu qui a changé, mais qui garantissait ces normes de sécurité. Donc ça a vraiment marché cet été. On ne sait pas si ce sera du court terme ou du moyen terme, il est trop tôt pour le dire.
Là aussi, pas de boule de cristal. Ensuite, un élément, alors là aussi très très intéressant, la clientèle de proximité. Moi, il y a longtemps que j'ai fait des études touristiques. Je me rappelle, après le bac, j'entamais des études. Et mon premier cours de marketing touristique par le prof, sa première phrase, c'était la clientèle touristique est d'abord locale. Donc moi, j'ai toujours eu ça en tête. Et cette année, ça s'est avéré, voilà, évidemment, la chose gagnante. Il faut savoir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la première clientèle touristique, toute clientèle confondue, c'est la clientèle régionale. Elle représente 28% de la fréquentation totale de la région, devant Île-de-France, qui est à 21%. Et ensuite, 20%, c'est des clientèles étrangères, dont 9 dixièmes qui sont d'Europe de proximité. Tout ça pour dire que les habitants de la région sont les premières clientèles et que cette crise-là a encore accentué ce phénomène. On est monté jusqu'à 46% en juillet, 31% en août, ce qui n'était pas le cas d'habitude. Donc cette clientèle de proximité, ok, la crise a joué, mais il y a aussi des éléments, on avait mesuré ça juste avant dans des études auprès des habitants. Il y a 85% des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes qui consomment déjà touristiquement la région, que ce soit la journée ou en séjour. Donc c'est déjà quelque chose de réel. Et puis voilà, évidemment, il y a des facilités d'accès, de connaissances, de flexibilité, je peux changer un petit peu, donc qui font que, la région et les clientèles de proximité sont une carte à jouer qui sont évidentes et on a des avantages à en tirer. Maintenant, je vais vous présenter trois choses qu'on a regardées juste pour illustrer ces nouvelles tendances et ces éléments à la fois de proximité. La première, c'est ce qu'on appelle le phénomène de staycation, qui est alors un terme barbare anglophone, qui est un mélange de stay, je reste, et puis vacation, je suis en vacances, et grosso modo, je reste chez moi, ou je vais à proximité immédiate de chez moi, et j'en profite pour passer des vacances. Et la plupart du temps, j'accueille parents et amis, donc voilà, les clientèles non marchandes, pour aller visiter des sites ou pratiquer des activités. Il y a même des sites ou des offres touristiques, des tour opérateurs qui sont spécialisés là-dedans. Vous avez par exemple la Staycation, c'est vraiment le nom d'une plateforme qui vend des choses de proximité. Et à proximité, c'est-à-dire que vous habitez à Lyon et vous voulez aller, je sais pas, à Grenoble, à Clermont, etc., ou dans l'Allier, eh bien vous aurez des prix avantageux. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont mises en avant et qui ont eu beaucoup de succès cet été. Deuxième élément qu'on a observé, c'est tout ce qui était les vacances nomades, avec l'explosion des camping-cars, l'explosion des vannes, et qui permettent finalement de valoriser. Donc les gens sont des road trips en fait, et l'avantage c'est que ça permet de valoriser des offres là aussi un peu cachées, un peu pépites, là où il y a déficit d'hébergement touristique. Et en fait, on peut avoir la solution et en fait, on peut amener des clientèles touristiques vers ces lieux-là qui sont un peu moins appareillés entre guillemets en termes d'hébergement touristique. Donc ça, c'est un phénomène qui a vraiment explosé cet été. On pense qu'il va perdurer, tout ce qui est nomade, itinérance, et il y a des choses à travailler dans ces éléments-là. Et enfin, des choses que nous menons nous-mêmes avec une plateforme qui s'appelle Chiloé, c'est la micro-aventure. Et en fait, c'est vivre une aventure à proximité de chez soi, dans le respect des lieux, dans le respect des habitants, et quelque chose qui explose vraiment. Donc on a eu un partenariat, on a eu entre guillemets le nez creux. Ça a vraiment super marché. On aide des territoires à formater des offres de micro-aventure. Et donc l'avantage aussi, c'est que non seulement c'est la proximité, mais aussi c'est toute l'année. On est moins dépendant des flux touristiques puisqu'on s'adresse à une clientèle régionale de proximité. Donc ça, c'est aussi un élément qui a vraiment explosé cet été et qui, on pense, va perdurer. Pour finir, dans le tourisme durable, c'était une réalité depuis longtemps, on en parle depuis les années 2000. Il y a eu un petit ralentissement avec la crise de 2008, mais finalement ça revient sur le devant de la scène. Et puis là, on peut dire que la société est de plus en plus consciente de l'impact de ses activités et se soucie de l'impact de ses activités. Et l'effet Covid, en fait, a accentué ces éléments-là. Aujourd'hui, on a 2 tiers des Français, il y a eu des études nationales qui l'ont montré, qui affirment privilégier l'achat responsable pendant le confinement et après. Donc, les circuits courts en termes d'agroalimentaire, de produits à manger, zéro déchet le plus possible, réduire, recycler, etc. Et ça, voilà, c'est-à-dire que les ventes de produits bio se sont envolées. Les circuits courts ont explosé, on l'a vu, via les click and collect, vous avez tous observé ça. Donc en fait, ce sont aussi des nouveaux canaux qui émergent et puis des choses de proximité qui sont facilement mises en avant. Les clientèles, enfin en tout cas les personnes, les citoyens, c'est pas que des clientèles touristiques, sont à la fois
plus engagés dans leur choix et plus exigeants une fois qu'ils viennent sur le terrain. Alors Flixcam, c'est du suédois, c'est la honte de prendre l'avion. Vous avez suivi ce phénomène-là. C'est né en Suède, c'est en train de gagner du terrain, et en fait, voilà, je ne porte pas de jugement, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est un phénomène qu'on le regarde de près, et ça accentue le phénomène de voyager soit en mode plus doux, soit aller à proximité de chez soi, d'aller moins loin, parce que voilà, c'est un impact sur le bilan carbone, parce que voilà, les gens demandent des actions compensatoires, on plante des arbres, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui montre, que nous, on observe de près, et encore une fois, ça renforce l'idée de proximité. Après, en matière d'aménagement, ou voilà, donc, circuit court quand on va dans un restaurant, évidemment, des matériaux qui soient éco-friendly, enfin, etc., etc. Vous avez tout un tas une palette, je ne vais pas détailler là, ce serait un peu trop long, mais d'éléments, tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens sont eux-mêmes plus engagés, donc leur comportement personnel. Et évidemment, du coup, le revers, ou en tout cas, ce qui est demandé en face, c'est que l'offre touristique soit à la hauteur de cette demande. Et puis quelque chose qui revient aussi, c'est le slow tourisme, c'est-à-dire que les gens ont envie de ralentir, et les territoires comme les nôtres, comme celui de l'Allier, évidemment, a des propositions qui peuvent répondre à cette notion de on ralentit un petit peu, on découvre encore une fois les trésors cachés, on ralentit. On fait du vélo, voilà, c'est l'explosion évidemment de tout ce qui est VTT, VAE. GoSport, 300% de vente en ligne de vélo pendant le confinement en plus, c'était l'explosion. On a d'autres statistiques sur les ventes de vélo VAE, plus 117%, voilà, des applications. Je sais que l'Allier a une forte politique vélo depuis longtemps, de la part du département, de la part du comité départemental du tourisme, que je salue s'ils sont là d'ailleurs. Voilà, donc cette politique vélo est forte dans l'Allier. Elle porte déjà ses fruits, elle va porter encore plus ses fruits, parce que c'est une demande là, de fond, que ce soit pour les clientèles de proximité nationale ou étrangère. Donc le vélo est quelque chose qui va perdurer, sur lesquels il faut miser. C'est en lien aussi avec cette notion d'itinérance, de slow tourisme, de découverte à proximité de chez soi. Et pour finir, voilà, le retour, finalement, pour illustrer ce slow tourisme, le retour des trains couchettes. Alors ça, c'est un prototype numérique de la compagnie autrichienne. En tout cas, c'est en train de revenir, c'est cette façon de voyager un peu plus lente, un peu plus respectueuse de l'environnement. Voilà, ça, c'est en train de revenir. On reparle je sais, dans les Alpes, il y avait des trains de nuit qui n'existaient plus, ils vont être rétablis vraisemblablement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont positives pour nos territoires, parce que nos territoires se prêtent à ce genre de tourisme. Je pense que j'ai parlé très vite, je répondrai à vos questions, je vais départager mon écran. J'espère à peu près avoir été clair quand même. Alors, comment je départage? J'ai départagé, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Merci Jean-François. Il n'y a pas eu de problème technique, c'était bon? Vas-y, Laurent. Oh, c'est bon. A priori, ça a l'air d'avoir très bien fonctionné, Jean-François. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour cette présentation. Bien évidemment, ce sont des tendances, tout n'est pas transposable, bien évidemment, mais je crois que ça nous met quand même bien sur la piste notamment ça nous met bien en tête, le fait que cette situation sanitaire compliquée, cette crise, suppose des changements, alors qui vont être plus ou moins à long terme, qui vont durer plus ou moins longtemps. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ça nous impose aussi de réfléchir à notre offre aujourd'hui, à nos offres, bien évidemment à nos offres touristiques, et de voir comment peut-être s'inspirer de ce que vous venez de présenter, de ce que tu viens de présenter, pardon, on se connaît bien, donc on se tutoie, et donc pour pouvoir faire évoluer peut-être à la marge ou plus en profondeur nos offres. Donc je propose que l'on puisse en débattre. Si vous, participants, vous avez des questions, je vous propose de lever la main, d'ouvrir votre micro pour pouvoir poser la question, bien évidemment. Je crois qu'il n'y a pas de questions écrites, donc non, c'est le cas. Donc, pardon, il y en a une. Alors, ouais. Oui, complètement. Je voulais le dire en introduction, j'ai oublié, pardonnez-moi. Normalement, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez aussi le revoir. Et quoi qu'il en soit, la présentation de Jean-François Jobert sera aussi en ligne sur notre site pro.moulin-tourisme.com. Normalement, avec le webinaire, si l'enregistrement fonctionne bien évidemment. Donc, effectivement, adapter nos produits. Donc, si vous avez des remarques, des questions à formuler, n'hésitez pas. Moi, je vais peut-être
commencer, c'est toujours la première question la plus difficile, donc je vais simplement me permettre de commencer. Je voulais simplement savoir, Jean-François, si par rapport à cette tendance de consommation finalement qui risque d'être plus franco-française, est-ce que les distributeurs vont s'adapter à cette évolution des demandes? Est-ce qu'on aura plus de médiation commerciale de la part des distributeurs pour le marché français? Oui, en fait, alors, c'est déjà le cas. Alors, on travaille beaucoup avec des réceptifs à l'échelle régionale, des gens qui organisent notamment tout ce qui est tourisme diffus, vélo, etc., et qui étaient plutôt tournés évidemment vers l'étranger. Et puis, ben, il y a une remise en cause totale avec le Covid, et puis finalement l'absence, la quasi-absence. Je crois on a plafonné à 8% de clientèle étrangère cet été, quand on est à plus de 30 d'habitude, donc vous imaginez le gap. Et donc les réceptifs ben, voilà, sont en train de formater leur offre. En tout cas, on les aide, nous, pour faire le lien entre l'offre qui existe, ces réceptifs-là, puis aussi des plateformes nationales. Bon, je pense à Vipi, enfin, il y a toutes les plateformes que vous connaissez. Et oui, nous, on a entamé ce travail. Il va prendre de l'importance. On pense qu'il y aura, alors il y aura des choses qui seront achetables en direct, évidemment, mais il y a des choses qui sont méconnues et qu'on pourra acheter sur les plateformes. Et en fait, je pense que les prestataires vont devoir se préparer à ça. Alors, il y a l'histoire des commissions, hein, sûr que il y a des grosses commissions chez certains tour opérateurs. Là, on est quand même bien de façon moins importante. Mais ce virage-là, il est en train d'être pris, il a été pris cet été et il va perdurer parce qu'on va s'adresser effectivement, tous ces gens qui travaillent avec l'étranger vont travailler maintenant plus facilement vers la clientèle française. Je finis ma réponse un peu longue, excuse-moi Laurent, parce que je réfléchis en même temps. En fait, tout ce qui est hébergement sec, il n'y aura pas besoin d'intermédiaire, ça c'est déjà organisé. Par contre, ce qui est un peu plus complexe, c'est notamment l'itinérance, encore une fois, qui a le vent en poupe et qui monte. Sur la Via Rona, on a plus de 100% par an hein, d'activité. Plus de 100%, c'est un truc de dingue. Et donc tout ce qui est un peu complexe et qui demande voilà, à se caler avec des horaires de train, avec intermobilité, etc. Ça, il y a une marge de manœuvre pour l'intermédiation et on est en train d'y travailler. J'étais un peu long, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question précisément. Parfaitement, merci Jean-François. Je rappelle simplement que si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, n'hésitez pas et vous pouvez cliquer sur la petite main qui est en haut de votre écran, si je ne dis pas de bêtises, pour qu'on puisse vous entendre tout simplement en levant la main et en ouvrant votre micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, me dit-on? Une question dans le chat par rapport au développement du vélo et du vacances nomades. Est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité d'organiser des circuits à la demande par l'hôtel? Alors, je vais peut-être reformuler la question. Pardon? Donc, Madame Wein, je vais me faire l'interprète de votre question, mais si toutefois je ne la retranscris pas bien, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous nous demandez si par rapport à ces nouvelles tendances, notamment liées au vélo, l'Office de tourisme a prévu de monter des produits, si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, c'est quelque chose, vous le savez, le vélo est devenu un élément important dans notre stratégie touristique à l'échelle de Moulins Communauté, avec la mise en place l'an passé du schéma de développement, d'itinéraire vélo, donc qui a été mis en place dès l'été dernier. C'était effectivement la bonne période pour lancer après cette période de confinement. Oui, bien évidemment, nous allons travailler à partir de maintenant et jusqu'à cet été, justement sur la mise en place d'itinéraires qui peut être un petit peu plus long, notamment travailler un petit peu plus avec le comité départemental du tourisme, notamment sur toutes les questions d'itinérance. Nous recensons depuis plus d'un an les hébergements en capacité d'accueillir des touristes à vélo. Et donc, bien évidemment, c'est une filière que nous souhaitons développer. J'en profite pour dire aussi que nous travaillons actuellement, comme nous l'avons fait pour le vélo, sur un schéma d'itinéraire VTT que nous espérons pouvoir lancer avant l'été. Donc là, on s'adresse à une clientèle qui peut être un petit peu plus sportive que celle à laquelle nous adressons à travers le vélo sous forme de balade. Mais c'est effectivement quelque chose que nous souhaitons développer. Je crois que en suivant ce que Jean-François a dit, cette tendance aussi d'activité nature, d'activité en famille, sera certainement très prisée, encore une fois, cette année. Donc, c'est une tendance que nous allons, bien évidemment, pas une tendance, mais des produits que nous allons renforcer chez nous, bien évidemment. J'espère avoir bien retranscrit la question de Madame Wein. C'est bon. Oui, c'est ça. D'accord, merci. D'autres questions? Vous pouvez les poser directement en ouvrant votre micro.
On vous écoute, François. Si vous ouvrez votre micro. François. Non. Alors, c'était peut-être une fausse manipulation pour lever la main. Madame Vine, si vous voulez poser votre question ou intervenir. Je pense qu'il faut aussi développer tout ce qui est extérieur. Alors, les champs et lumières sont bien pour cela. Et puis, les expositions en plein air, comme il y a actuellement sur les cours à Moulins. Et je voulais voir si on allait communiquer là-dessus, enfin, et prévoir d'autres activités comme ça, je dirais des musées hors les murs un peu, quoi. Alors, je ne voudrais pas parler à la place des musées. Je crois que les musées peuvent intervenir s'ils ont des idées. Je crois savoir alors peut-être pas forcément toujours par rapport à des activités hors les murs, mais je sais que le Centre national du costume de scène a déjà aussi prévu de modifier un petit peu ses offres pour la reprise. Mais oui, effectivement, vous avez raison, Madame Vine, là aussi, les activités en extérieur, toujours dans ce souci, j'imagine, de sécurité, de pouvoir être en plein air et avoir un peu moins de contraintes, sera certainement une demande forte. J'espère toutefois que ça n'empêchera pas, bien évidemment, les touristes d'aller visiter aussi nos musées, qui, quoi qu'il en soit, mettront en place toutes les mesures nécessaires au respect des règles sanitaires et à ce que l'expérience de visite du musée soit la plus sécure et la plus profitable possible. Si un musée veut intervenir, bien évidemment. Camille doit être en ligne. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, Laurent. Bien sûr. En fait, la question que je me dis, c'est le fait, quand j'ai écouté Jean-François, j'ai aussi entendu ce que disait le président Périssol tout à l'heure. Il me semble qu'il est important au niveau des institutionnels, je pense bien sûr au musée, je pense à l'Office du tourisme, je pense dans les mairies ou autres, c'est aussi de travailler ensemble et un petit peu de se renvoyer la balle les uns les autres. C'est-à-dire il ne faut pas hésiter pour les restaurateurs de Souvigny de ne pas hésiter à parler aussi de Moulins, de la Malcoiffée, du musée Anne de Beaujeu, et éventuellement des randonnées qu'on peut faire aussi sur le Val d'Allier ou sur la visite des châteaux du côté de Besson. Enfin, vous voyez, il faut qu'on sache se renvoyer les uns les autres. À Moulins, parler de Souvigny, Souvigny, parler de Moulins, parler de Besson, parler de Noyant ou des choses. Vous voyez, je crois que c'est ça notre travail de solidarité et de donner aux gens qui viennent nous visiter, de donner un plaisir à rester chez nous, de par le fait qu'il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à faire et il y a toujours quelqu'un pour informer, renseigner et guider. Donc ça, c'est un peu ce travail de solidarité. C'est pour ça qu'on fait ces académies du tourisme. C'est pour qu'on apprenne à travailler ensemble et ne pas hésiter à se renvoyer la balle les uns les autres. Oui, complètement. Je partage complètement votre point de vue. Je crois que, Jean-François, dis-moi si je me trompe, mais tu as parlé notamment d'une certaine forme de réactivité plus importante qu'il fallait avoir en termes numériques. Je crois qu'au-delà du numérique, au-delà du digital, je crois que la réactivité, elle doit être de tous les instants. Et finalement, tous les acteurs doivent être assez réactifs parce que les demandes risquent d'être faites en dernière minute. Aussi, peut-être, nos touristes, nos visiteurs vont être amenés à réagir en dernière minute à des stimuli qu'on va pouvoir leur donner, effectivement, la présentation d'un hébergement par rapport à son environnement, un restaurateur qui donne un bon plan à quelqu'un qui est à sa table, en espérant bien évidemment que les restaurants rouvrent très vite. Mais je crois qu'effectivement, il va falloir être agile et très réactif par rapport à ces demandes qui risquent d'être très spontanées et pas forcément toujours préparées en amont. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-François. Ah oui, c'est la difficulté, hein. C'est pas confort, ça c'est sûr, pour personne, mais on est confronté à ça et on n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Alors cet été, on l'a encore vu, mais c'est déjà un phénomène qui est important, mais là on parle de dernière minute, puis d'ultra dernière minute, mais là, je sais pas, quand on réserve le vendredi à 15h pour le soir même, pour une semaine,
enfin, M. Boismenu qui est là, il connaît mieux la restauration que moi, ou l'hébergement, c'est un truc de dingue, et effectivement, et donc c'est du sur-mesure en permanence, et les outils numériques doivent aider justement parce que il faut prévoir des interactions ou une sorte de variété de choix qui soit quand même limitée pour le prestataire, sinon il ne peut pas inventer ce qu'il ne sait pas faire, mais en même temps qui donne, je sais pas, je dis n'importe quoi, s'il y a 10 prestations possibles, ben voilà, le client il va cocher celle qui l'intéresse le plus, et donc pour lui on aura fait du sur-mesure, mais pour le prestataire il l'aura un peu prévu à l'avance. C'est un peu, ouais, je ne peux pas être tellement plus précis que ça, mais on ne peut pas inventer ce qu'on ne sait pas faire, et en même temps il faut avoir un choix. Et pouvoir proposer ce choix qui soit le plus précis possible. Et c'est une vraie difficulté. Mais voilà, après, les professionnels, on a regardé ça aussi de près, sont bluffants d'adaptabilité. On parle d'agilité, c'est un terme un peu galvaudé en ce moment, mais ils sont vraiment bluffants dans ce domaine-là. Je pense qu'on va y arriver. Encore une fois, bon, c'est moins confort qu'il y a quelques années, mais c'est notre économie et c'est notre industrie qui est comme ça, quoi. C'est important. Il y a une question là sur les outils digitaux pour les musées. S'il y a quelqu'un des musées ou du Centre national du costume de scène, il répondra peut-être mieux que moi. Double tranchant, oui et non. Les gens qui sont moyennement intéressés, à la limite, ils n'iront pas plus loin, mais ça pourra peut-être les amener à quand même s'intéresser à quelque chose sans qu'ils aient fait le voyage ou qu'ils aient fait la visite. Par contre, ceux qui sont vraiment intéressés, je pense que ça ne remplacera jamais. Nous, on a une signature au niveau régional qui s'appelle Renaître ici. Je le fais court. L'idée, c'est qu'en fait, on est dans l'économie d'expérience et qu'en fait, on est dans la transformation de l'individu. Je vais prendre un exemple. Je suis fatigué, stressé, etc. Je viens un week-end bien-être dans un hôtel. Je repars, je suis réparé, reposé, etc. Je suis donc transformé. Et en fait, ce qui est important pour les clientèles, que ce soit pour une prestation, pour un après-midi, une activité, un week-end, un séjour plus long, en fait, les gens veulent se reconnecter à ce qui est le plus important pour eux. Et là, dans le cadre des musées, etc., je ne pense pas que le virtuel remplace, mais il faut, sur place, oui, ils ont leur rôle à jouer. En amont, je ne pense pas qu'ils viendront remplacer cette notion de transformation de l'individu parce que c'est quelque chose de physique que les gens veulent vivre. Donc, moi, je suis plutôt optimiste par rapport là-dessus, même si on peut, voilà, ceux qui sont moyennement intéressés, au contraire, ça peut peut-être leur donner envie de venir découvrir la chose. Donc, moi, je suis plutôt optimiste par rapport à cet élément-là. D'accord, merci Jean-François pour la précision. Je crois qu'on a plusieurs mains levées. Peut-être François Larrière? Ah pardon, donc pardon, Jean-François vient de répondre à la question. Peut-être Camille du Centre national du costume de scène? Bonjour. Je me permets d'intervenir sur ce que disait Jean-François Jaubert, notamment d'abord à propos de tout ce qui est vidéo et web. Je pense que ça ne remplace pas non plus une visite, mais ça permet de découvrir le musée autrement. On a, depuis le premier confinement au Centre national du costume de scène, essayé de développer différentes offres, quelques vidéos, mettre un peu de contenu. On travaille avec Google on met en ligne nos expositions. On se rend bien compte que ça ne remplace pas, mais ça peut faire connaître. Et puis, ça peut permettre d'approfondir un peu la visite. Donc, c'est autre chose, mais je pense que c'est pas du tout la même expérience. Après, pour revenir un peu sur les produits et les nouvelles façons de vivre en 2020, nous, au Centre national du costume de scène, on a fait une très bonne saison sur le juillet-août, meilleure que 2019 en fréquentation. Évidemment, une fréquentation de proximité, Auvergne-Rhône-Alpes et puis tous les départements limitrophes, Nièvre, tout ça. On a essayé de construire une offre un peu différente de ce qu'on a habituellement, de ce qu'on avait jusque-là. On le construit notamment pour cet été en proposant des choses pour des petits groupes familiaux. Puisqu'on est un peu tributaire de tout ce qui se passe pour l'ouverture des expositions temporaires, donc on a créé un produit sur le musée et le CNCS complet, bâtiment et collection, qui permettra à des petits groupes de venir faire un jeu. C'est un petit jeu d'énigmes, pas escape game, mais un peu ce genre-là. Et qui puissent venir en famille ou entre amis et qu'on puisse adapter ce produit, par exemple, à toutes nos situations, qu'on soit en exposition temporaire ou un musée fermé ou seulement avec la collection Noreyev. On n'arrive pas bien à prévoir notre planning aujourd'hui, donc c'est très difficile de communiquer. Voilà. C'est pas une période évidente pour vendre à un musée et accueillir du public. Mais ça, tout le monde est d'accord avec moi, je pense. Voilà.
Effectivement, merci Camille pour ce témoignage. D'autres questions? Juste une remarque de monsieur. En termes de diffusion de vidéos et qu'il faut aussi s'intéresser à d'autres plateformes. Ouais. Selon lui, Dailymotion, etc. Ouais. Est-ce que la question la remarque a été entendue? Non, ça a coupé, c'était coupé le son. D'accord, donc en fait c'était la reprise d'une question dans le chat sur Monsieur Perrault qui est l'organiste de Souvigny qui indiquait qu'il était d'accord avec Monsieur Barbarin sur le fait qu'effectivement il fallait travailler, s'ouvrir beaucoup aux autres et travailler avec d'autres plateformes si je retraduis ses propos. Et Madame Keller souhaite parler. Entre Souvigny-Sois. En activant votre micro. Est-ce qu'on m'entend? On vous entend, Madame Keller. D'accord. Oui, j'ai beaucoup apprécié le concept là de renaître ici, fatigué, bien-être, réparé, transformé, etc. Nous avons des stations thermales qui proposent des sous forme de week-end ou simplement de jours ou soirées, etc. Dans quelle mesure cette articulation peut être développée aussi avec la proposition sous forme aussi de digital, finalement, de propositions dans ces lieux mêmes, articulés avec ce désir de renaître, d'expérience, quoi. Je peux répondre. On est en train de travailler au niveau régional avec l'ensemble des stations, les deux fédés, parce qu'elles n'ont pas fusionné Auvergne-Rhône-Alpes, l'ILIMT, qui est l'Institut interuniversitaire de médecine thermale. Donc on travaille sur la notion de diversification des stations. Je vais essayer d'être court. Il y a plusieurs stades. Si je vais de l'amont, aujourd'hui, on est malade, on vient se soigner. Voilà, ça, c'est le cœur de l'activité des stations thermales. Il y a le bien-être à côté, qui est plutôt du plaisir, hédoniste, etc., qui on a développé, et la diversification, c'était ça. Et on est en train de travailler aussi sur l'amont, qui est à la fois sur quelque chose de plus soft, c'est l'entretien du capital forme, du capital santé, qui intéresse des clientèles, et encore en amont, la prévention santé. Et en fait, on est en train de travailler sur l'ensemble de ces éléments, et l'IMT est en train de travailler sur un programme, donc un parcours de 8 jours, et en fait, qui prend comme support une application qu'on renseigne dès l'amont sur son état de santé, sur ses antécédents, etc., et puis sur un programme qui sera fait sur mesure lors des 8 jours en station. Donc, on est en train de travailler là-dessus, on l'a quasi formalisé. On va faire des tests d'acceptation, entre guillemets, du marché, c'est un mot un peu consumériste, mais c'est ça. Et puis, on fera un test avec des clients volontaires cet été pour la saison, dès lors qu'on sera réouvert, sur le terrain. Donc, en fait, le numérique, il a sa place à la fois en accompagnement, en pré-diagnostic, etc., dans différents stades, que ce soit de la prévention, juste du capital santé ou forme, du soin et puis aussi du bien-être. Donc on est en train de travailler là-dessus à l'échelle régionale et j'ai bon espoir que ça puisse sortir assez rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en tout cas nous on travaille, le lien avec le numérique on le fait comme ça. Oui, parce que comme on part du principe qu'on ne peut plus distribuer de flyers, ni de tout ce qui est à toucher, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais on part dans cette idée quand même. Je ne sais pas, après, j'espère qu'on sortira de cette crise et puis qu'on pourra revenir à quelque chose de normal, même si comment dire, les préoccupations sanitaires sont peut-être toujours dans l'esprit des gens, mais je pense qu'on pourra revenir à un papier. Alors, de toute façon, le papier se limitait de plus en plus, mais après, il y a le digital, donc c'est une accélération, c'est pas forcément 100% de ce qu'on doit faire non plus, hein. Il y a des choses qui restent sûres. On a fait beaucoup de presse écrite, nous, cet été, en matière de
de promotion. Enfin, je n'ai pas fait la promo, mais on a un plan de relance qui pèse 12 millions d'euros sur 2 ans, sur 18 mois exactement, et on a multiplié nos canaux, un peu comme le disait monsieur là pour YouTube, Vimeo, etc. On a multiplié nos canaux à la fois digitaux, mais aussi de la presse, on a fait de la radio, on a fait de la télé, on a été pluriel, et donc le digital, oui, évidemment, c'est quelque chose d'indispensable, mais ça ne veut pas dire que ce sera le seul non plus, quoi. Je réfléchis en même temps que je vous réponds, mais ouais, ça dépend quel support et quel sujet en fait. Il y a des choses qui pourront passer par le digital, il y en a d'autres qui resteront plus matière, quoi. Ouais. Merci. Oui, en fait, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, je pense qu'il faut travailler aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on travaillera de moins en moins avec des flyers, avec de la documentation, mais je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur aussi ce que nos jeunes utilisent le plus souvent, c'est le smartphone, c'est les tablettes numériques. Et donc l'idée, c'est sans doute de raconter des histoires au travers de nos smartphones, par exemple par les panneaux pocket, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, donc de façon à ce que les gens qui sont sur place, qui arrivent chez nous, puissent assez facilement avoir une information sur ce qui se passe dans la commune d'à côté, à Vichy comme à Moulins, enfin, ainsi de suite, en appuyant sur leur smartphone et en regardant rapidement les programmes, en regardant des petites vidéos qui racontent l'histoire du Bourbonnais ou l'histoire je sais pas, de l'orgue, de la mal coiffée, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, quoi, hein, des choses interactives qui vivent sur le téléphone ou sur la tablette smartphone et accessible d'un simple clic, quoi. Ouais, ce que dit M. Barbarin me fait penser. C'est ça qui remplacera par la suite, dans l'avenir, les flyers et autres revues d'information, quoi. Ouais, ce que me disait M. Barbarin me fait penser, ça existe déjà dans les restaurants, en fait, vous l'avez tous vécu, hein. Pour éviter de donner des menus, hein, vous avez un QR code là, qui est sur la table, vous prenez votre téléphone et vous flashez le QR code, et en fait vous avez le menu qui est sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous avez quand même fait le travail du menu, il existe, c'est un support, mais vous le regardez, chacun le regarde via son téléphone. Moi je l'ai vécu, je suppose que vous aussi. Donc ça existe déjà en fait, oui. Donc c'est une autre manière d'appréhender. Vous ne donnez pas directement, mais le travail par contre de fond reste le même. Vous avez besoin de diffuser l'information, donc de mettre en forme cette information. Oui, c'est exactement ça. Il faut effectivement produire l'information et ensuite faciliter son accès. Je crois qu'on a encore du travail. Aujourd'hui, les supports existent, l'information est plutôt compilée, mais effectivement, il faut encore en faciliter l'accès encore plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je crois que M. Defromont voulait prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui. Bonjour à tous. Non, deux ou trois petites réflexions. La première, c'est sur le territoire, c'est-à-dire que M. Barbarin, par exemple, parle de Souvigny et de l'eau, enfin du thermal. À thermal, on pense Bourbon-l'Archambault et on répond régional. Oui, mais pour le thermalisme, on a une organisation régionale. Le problème, c'est qu'il faut que Bourbon-l'Archambault soit géré à partir de Moulins ou à partir des mêmes circuits. Et aujourd'hui, je trouve qu'on travaille beaucoup sur les outils numériques, mais il faut qu'on ait notre offre, l'offre qu'on va mettre, qui soit pertinente avec la taille du territoire. Quand on parle du vélo, par exemple, un circuit vélo avec des vélos électriques aujourd'hui, c'est 60 km, à peu près normal. Si on s'arrête, on visite un château, une église, etc., on fait 60 km. Forcément, on va dans d'autres territoires que l'office de tourisme de la communauté. Et donc, est-ce que les outils numériques qui sont prévus pour tout le département, est-ce que c'est prévu même avec la Nièvre ou des choses comme ça? Si vous voulez, si on n'a pas une notion, si on cloisonne le territoire pour réfléchir au tourisme, on ne va jamais réussir. Il y a des départements qui ont un seul office du tourisme pour 2 départements. Nous, on en a un je ne sais pas combien on en a dans le département. Donc, si vous voulez, je trouve qu'on parle beaucoup des outils numériques, très bien, formidable, mais il faut déjà qu'on réfléchisse à l'organisation du cloisonnement de nos organisations. Bon, une autre remarque,
c'est que dans la présentation de Jean-François Jobert, il y a tout l'aspect culture dont on ne parle pas beaucoup, je trouve. C'est très nature, c'est bien. Je pense que la culture, c'est un élément important. Et le sport, notamment tout ce qui est sport d'eau, c'est important, surtout pour l'été. Voilà. Je pense aussi à la vie animale, le cheval. Il y a des tas de choses comme ça qui sont... voilà, c'est un peu trop axé. Puis le dernier point, c'est que je pense qu'il ne faut pas mettre une éolienne pour parler de nature sur vos pictogrammes parce que c'est un peu provoquant. C'est un sujet sensible, effectivement, dans nos territoires actuellement. Peut-être Jean-François sur l'aspect culture, ou je réponds sur... Je reviens sur le thermalisme. Alors, moi, j'ai donné l'exemple de ce qu'on fait à l'échelle régionale, mais après, chaque station s'adapte, enfin, prend l'outil ou pas, fait son parcours ou pas. Nous, on est là pour... on mutualise, grosso modo, de la recherche et du développement, hein, pour faire court. Donc ça, c'est notre boulot au niveau régional. Après, les territoires, les périmètres, comment dire, les frontières administratives, on s'abstrait de ça selon les projets. On a des projets, nous, avec PACA, avec Bourgogne-Franche-Comté, avec même la Suisse, avec l'Italie. On a des choses ça dépend des périmètres, donc on peut tout à fait s'adapter. Après, à vous, localement, à vous de voir. Moi, sur la culture, oui, bon, j'ai parlé des tendances, j'ai parlé des tendances de ce qu'on avait, nous, pu observer. Alors, j'ai passé la culture par le numérique, mais évidemment que c'est dans nos sujets de préoccupation. Moi, pour la faire court, je suis originaire de l'Allier, hein, je suis basé à Clermont, donc je suis le local de l'étape aussi, donc je connais exactement la nature le profil du tourisme dans l'Allier, et c'est le département le plus patrimonial et culturel de l'ancienne Auvergne. Ça, je le sais parfaitement. Donc là, je ne l'ai pas donné en exemple parce que je n'avais pas ça en magasin de façon très détaillée, mais évidemment que c'est dans nos préoccupations, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour répondre, pour répondre à Monsieur de Froment, bien évidemment, je le rejoins sur cette logique, et c'est ce que vient de dire Jean-François aussi. On essaie de bousculer les frontières, ou de bousculer les limites administratives, sans parler de frontières. C'est quelque chose que nous faisons aussi déjà. Nous travaillons plutôt en bonne intelligence avec nos voisins de Bourbon-l'Archambault, avec nos voisins parfois de Bourbon-Lancy, mais aussi de Saint-Pourçain ou de Vichy. La structuration du tourisme est ainsi faite qu'effectivement, nous dépendons de collectivités. Donc, quelque part, un petit peu, ces frontières administratives existent, au moins dans l'esprit des institutionnels. Elles n'existent bien évidemment pas dans l'esprit des touristes. Mais pour prendre l'exemple du vélo, c'est quelque chose que nous souhaitons aussi, que nous souhaiterions voir développer chez nos voisins, parce qu'effectivement, si nous pouvions mailler nos différentes intercommunalités, appelons-les ainsi, ou nos différentes destinations infra-alliées avec les mêmes outils pour faire du vélo, avec la même manière de faire les circuits ou de la même manière de faire les itinéraires, bien évidemment, ce serait pour les touristes quelque chose de beaucoup plus intéressant, avec des périmètres d'itinérance ou de balade bien plus importants. Je crois que le département de l'Allier, là plutôt à l'échelle départementale, va dans ce sens-là aussi. Hein. C'est quelque chose qui intéresse aussi à la fois le conseil départemental et le comité départemental du tourisme. Je ne sais pas si quelqu'un du CDT est présent ou du conseil départemental, mais voilà, c'est quelque chose qui, à l'échelle notamment du vélo, fait tout à fait sens, et c'est sur quoi nous aimerions travailler. Nous disons effectivement que ce qui a été mis en place à l'échelle de Moulins Communauté sur le vélo l'an passé peut tout à fait l'être dans d'autres territoires, et nous sommes à disposition de tous nos voisins pour pouvoir partager notre expérience, le savoir-faire que nous avons acquis à cette occasion-là, et pouvoir effectivement déborder de nos frontières administratives pour pouvoir envoyer aussi des touristes chez nos voisins, bien évidemment. Oui, monsieur de Froment a bien raison. En fait, le vrai problème, c'est ce décloisonnement qu'on doit absolument essayer de construire. Et c'est bien vrai. Moi, je le ressens bien en tant que maire de Souvigny et sur le canton de Souvigny, qui lui est éclaté sur 3 coms d'agglo. Donc, je ressens bien que si on veut faire des circuits, par exemple vélo, comme vous citiez, agréables, et qu'on puisse se faire des circuits au moins de 50 à 60 km par jour, c'est bien entendu, c'est pas sur une commune qu'on va pouvoir les faire. Et il faut vraiment qu'on ait une entente, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de rechercher une entente intercommune, interzone régionale, de façon à ce que non seulement les cheminements soient commun et reconnu, mais aussi entretenu. Parce qu'il ne faut pas qu'une commune entretienne
un passage vélo ou un sentier et que la commune d'à côté, brusquement, ne le fasse pas, quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait une coordination, un travail en commun, de façon à ce que ces circuits soient non seulement tracés et reconnus, mais aussi entretenus. Et ça, c'est vraiment le rôle des politiques que nous sommes, hein, donc de s'entendre entre nous et de mettre ça en œuvre. C'est comme ça aussi qu'on saura faire reconnaître le département de l'Allier, on saura faire reconnaître notre Bourbonnais, et donc c'est en collaborant tous ensemble, en fait. Complètement. Et puis pour en terminer sur le sujet et sur la remarque de M. De Froment, je crois qu'effectivement, la promotion reste effectivement réalisée pour ce qui est des offices de tourisme à l'échelle de chaque territoire d'office de tourisme, avec des moyens qui peuvent être différents ou des formes d'action qui peuvent être différentes. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est que le digital nous permet quand même d'avoir une circulation d'informations d'un territoire à l'autre qui est plus importante. Nous avons la chance de travailler tous sur la même base de données départementale, donc la source est identique, et donc il est tout à fait possible de générer à la fois des catalogues, enfin à la fois des suggestions pardon, pour les touristes, de n'importe quel office de tourisme où l'on se trouve, on peut avoir l'information du territoire voisin ou d'un territoire un petit peu plus loin. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut certainement renforcer, cet accès à l'information. L'information, la source d'information existe. Peut-être à nous de renforcer les passerelles entre les différents moyens d'informer. Sur la question de Vanessa, sur les groupes. Alors non, on n'a pas étudié la modification de la consommation des groupes. Les groupes, c'est quelque chose qu'on ne travaillait pas au niveau régional. Évidemment, on a bien conscience que c'est ce qui a fait défaut pour les sites de visite, musées, etc. En grande partie, notamment en arrière-saison. Voilà, l'arrière-saison est faite de groupes. Donc, peut-être qu'on va regarder ça de près. Oui, ça, c'est quelque chose, c'est une préoccupation que j'ai aussi. Mais je n'ai pas d'éléments à ce jour, on n'a pas analysé ça. Oui, c'est un élément important, effectivement, parce que ça a pénalisé l'arrière-saison, mais aussi l'avant-saison, puisque le premier confinement en mars a complètement tué. L'impact de la crise sanitaire par rapport à la taille des groupes. Nous, dans notre expérience en tant qu'office de tourisme, on a l'impression que les grands groupes ont tendance à plutôt disparaître, et surtout qu'on voit arriver petit à petit des demandes pour des groupes plus petits, de moins de 20 personnes, voire de 10 personnes, avec la conscience de faire partie malgré tout d'un groupe, mais en étant souvent des individuels ou des couples regroupés. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez un petit peu au niveau régional ? Honnêtement, on n'a pas regardé plus que ça. Ce qu'on a regardé de près, ça résonne. On a fait un plan d'urgence là pour les c'est bon, ouais, pour les centres de vacances et enfin tout ce qui est colonie, classe verte, etc., classe de découverte. Ça, on a regardé de près, ouais, parce qu'on est en train de faire un plan de relance sur les centres de vacances dès lors qu'ils pourront y ouvrir. Pour le reste, sur les sites de visite et ta question, Laurent, non, on n'a pas regardé ça, mais je pense qu'on va le faire, ouais. D'accord, merci. Madame de Volcher, je crois, vous voulez prendre la parole ? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tout le monde. Je voulais rajouter une petite chose sur ce thème de la culture que je trouve très astucieusement relevé par M. de Froment. Je pense qu'il faudrait donner des thèmes à tous ces circuits que vous proposez, toutes ces activités que vous proposez, et leur donner des thèmes. Si on fait un circuit vélo, on peut très bien le faire à thème historique, par exemple, ça c'est très classique. On peut prendre un thème pour aller voir des peintures à tel ou tel endroit, avec des étapes possibles, mais on peut aussi faire un thème biologique, pourquoi pas. Il y a beaucoup de centres de production de légumes bio qui intéressent les gens, c'est-à-dire que les personnes puissent partir avec un objectif. Ça peut être à l'échelle du vélo, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un circuit voiture ou autre. Mais je pense qu'on peut travailler sur donner cette idée de thème. On ne part pas faire du vélo comme ça, tout à fait le nez au vent complètement. On a un objectif. Voilà. Oui, vous avez tout à fait.
Vous avez tout à fait raison, Madame de Volchier. Alors, ça existe déjà au niveau du vélo. Alors, nous ne traitons peut-être pas encore tous les thèmes, mais sachez que dans le cadre du schéma d'itinéraire vélo, vous avez sur ce schéma-là une cinquantaine d'itinéraires qui sont thématisés et qui permettent justement aux touristes ou aux locaux qui veulent aller faire une balade à vélo de partir en fonction d'un thème préétabli, en fonction, voilà, on l'a thématisé autour des châteaux, autour des églises, autour de la nature. Enfin, il existe presque autant de thèmes que de balades. Donc, je vous invite à aller voir sur vélo.moulin-tourisme.com où vous retrouverez ces 50 balades. Mais vous avez raison, il y a certainement d'autres thèmes à explorer. Et puis, peut-être, pourquoi pas, le transposer sur d'autres formes d'itinérance. Ça peut être la randonnée à pied, ça peut être effectivement, pourquoi pas, l'itinérance voiture. Là, je rejoindrai plutôt M. de Froment sur l'itinérance voiture. On va être dans des kilométrages qui peuvent être plus importants, donc peut-être aussi en partenariat avec nos voisins. Mais c'est effectivement des idées de balades que l'on peut peut-être plus formaliser encore et encore plus porter à la connaissance des touristes. Oui, merci beaucoup. Oui. Ce que je trouve intéressant dans ce que vient de dire Madame de Volchier, c'est le fait que on parle de thèmes, mais je me demande s'il ne faut pas aussi qu'on raconte une histoire pour permettre au tourisme d'apprécier notre région, c'est de raconter des histoires, les histoires du Bourbonnais, des Bourbons, l'histoire du bocage, l'histoire de l'élevage. Enfin, donc, il faut que l'on construise un peu des histoires qui caractérisent notre territoire, un peu comme certains autres ont fait sur les cathares ou sur l'élevage des brebis dans le sud-ouest. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il faudrait qu'on arrive à construire. C'est d'intéresser les gens comment je dirais, par un petit peu faire un peu par du théâtre, quoi, faire un petit peu du théâtre autour du Bourbonnais. Il faut que ça soit ludique, ça c'est sûr, une forme de théâtre ou de récit, mais qui progresse et qui, voilà, oui, c'est très intéressant. C'est valoriser nos contenus aussi par peut-être de nouvelles manières de les présenter. Voilà, c'est ça. Il faut s'appuyer, on a quand même un pays avec une région avec beaucoup de châteaux, donc il y a certainement des choses à dire et à raconter, même des grandes, la grande histoire et la petite histoire aussi. On sait que les contenus existent, cette histoire est déjà bien racontée sur les sites, effectivement. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en réseau tous ces sites-là, encore une fois, en se déplaçant à vélo, en ayant un moyen de découverte qui soit ludique. Le vélo en est un, la marche à pied peut en être un autre. Donc, mais effectivement, chaque site aujourd'hui, je crois, le fait déjà bien. Il y a peut-être de nouvelles formes, effectivement, à travailler. Je crois que, encore un souvenir niçois, Monsieur Perrault voulait reprendre la parole? Je n'entends pas, M. Perrault. Monsieur Perrault, est-ce que votre micro est ouvert? Voilà. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Très bien. Oui, très bien. Je voudrais vous partager une expérience que nous avions vécue il y a quelques années dans le département de la Loire. C'était ce qu'on appelait concert en balade. La formule était la suivante. C'était une balade encadrée dont on annonçait la durée, environ 2 heures, suivie d'un concert en plein air et suivi, alors là, avec la pandémie, je ne sais pas si ce serait possible, d'un repas à l'auberge du coin. Et cela sur une périodicité, par exemple, tous les mardis pendant le mois de juillet, tous les mardis pendant le mois d'août, ce qui fait que les gens, d'une fois sur l'autre, le savaient et pouvaient en profiter. Et on intéressait plusieurs publics, à la fois les marcheurs, mais ça peut être une promenade en vélo, les amoureux de la musique et du patrimoine. On peut imaginer aussi une visite dans un château avec aussi un conteur comme Monsieur Barbarin l'évoquait, ou un historien, et puis les gens qui aiment bien manger avec un repas traditionnel. Voilà, je communique cette formule qui avait bien fonctionné pendant quelques années. Oui, mais je crois que ça rejoint bien les préoccupations actuelles, effectivement, de pouvoir, à travers une activité qui soit un petit peu ludique, à la fois partager un bout de nature, partager un petit peu de culture et partager un peu de gastronomie. J'ai l'impression quand même qu'on est aussi dans des tendances qui devraient être celles de l'été prochain, j'imagine. Je ne sais pas, Jean-François, si tu es d'accord? 100%.
Donc effectivement, ce sont des choses à développer, hein, encore une fois. Alors tout ne sera pas fait par l'Office de tourisme, bien évidemment, mais nous sommes là pour aussi apporter notre aide, notre appui, à la fois technique, mais aussi en communication, à tous les acteurs qui voudraient justement essayer de travailler sur une mise en réseau avec leurs voisins, pour essayer effectivement de proposer des produits qui peuvent être multiples et justement panacher une activité de nature, une activité d'itinérance et une activité culturelle, et bien évidemment une partie un petit peu plus gastronomique. Donc là, nous sommes tout à fait ouverts à pouvoir accompagner tous les prestataires qui souhaiteraient le faire et surtout à relayer cette information sur l'ensemble de nos outils, qu'ils soient digitaux ou non. D'autres interventions? Je vois une main levée, mais je ne vois pas qui c'est. C'est Monsieur Perrault. D'accord. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un du service patrimoine de Moulins Communauté est présent. Personne. Non. C'est pas grave. Non, c'est simplement, je crois savoir, mais j'aurais préféré que ce soit le service patrimoine peut-être qu'il puisse le dire. Dans l'esprit de ce que disait Monsieur Perrault, je crois qu'il existe, il est prévu de nouvelles balades, notamment des balades guidées à vélo, et je crois qu'il y en a une en préparation, notamment autour des œuvres de Juan Palao sur Moulins, Yzeure, Avermes, donc un sculpteur qui a essaimé beaucoup d'œuvres dans les communes autour de Moulins. Et donc voilà un exemple aussi de découverte à la fois ludique et aussi d'un patrimoine culturel qui n'est pas forcément très connu jusqu'à présent. Elle dit qu'ils ont 4 thématiques pour le pays d'art et d'histoire avec lui. D'accord, donc Sophie Gué, qui apparemment a un problème de micro, nous informe qu'effectivement, il développe 4 thématiques à l'échelle du pays d'art et d'histoire, justement pour pouvoir valoriser différents patrimoines. Karine Gougnot souhaite prendre la parole? Karine? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Non, c'était en l'absence de Sophie qui ne répondait pas au niveau du service patrimoine, donc elle a apporté sa réponse. Donc voilà, c'est tout. C'est pas facile de jouer avec les micros. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne sais pas. Non, je peux avoir. Est-ce que Madame Keller, je crois, veut poser une question? Et une autre personne. On vous écoute. Madame Keller? Et il y avait une autre personne, Thomas? Ah, si. Et Karine aussi. Alors, c'est peut-être des mains qui sont restées levées? Ouais. C'est possible. Est-ce que nous avons des restaurateurs qui voudraient s'exprimer? Il y en avait qui étaient inscrits, mais je ne sais pas s'ils sont avec nous. Oui. Alors, n'oublions pas également dans ce dispositif beaucoup de la Maison de la Rivière qui sera un élément fort aussi d'ouverture sur notre région et sur notre agglomération avec
des équipements, la location de canots, location de vélos, impôt à fil de tourisme, les FIAP sur l'agglomération, sur tout ce qui est patrimoine de la rivière. N'oublions pas également l'aire de service de Toulon-sur-Allier, qui certes, avec une échelle un peu plus loin, sera la porte d'entrée sur notre territoire, et qu'il est important de bien visualiser pour que nous soyons vraiment un élément attractif quand les gens feront étape sur cette aire de service. Ça concerne les équipements importants à suivre. Bon, je crois que nous avons épuisé les questions, et j'espère pas les participants. En tout cas, merci à tous. Ça fait pour 1h30 que nous sommes ensemble, donc mais merci beaucoup d'être restés avec nous. Ah, peut-être. Monsieur François, peut-on revenir sur la question à propos de l'infrastructure d'accueil des groupes, capacité hôtelière et de leur véhicule, remplacement en cas. François, est-ce que vous pouvez préciser peut-être à l'oral, parce que la question est assez large? Dans quel... Alors, pardon. J'ai du mal à entendre la question complètement. Est-ce que c'est les évolutions attendues? Est-ce que c'est ce qu'il existe aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait développer? Pour pouvoir apporter une réponse, il faut peut-être que j'ai une précision sur la question. On va laisser. Oui, je pense que c'est pas une mauvaise question d'ailleurs. C'est vrai que dans les communes, les petites communes, il faudrait qu'on travaille un peu sur la possibilité des bus, du parking de bus, et ce qui est souvent afférent à ces parkings de bus, c'est aussi la proximité de toilettes ou autres à côté des parkings de bus. Parce que les touristes, les groupes s'arrêtent, vont visiter, vont manger au restaurant, ainsi de suite. Et souvent, des fois, il n'est pas facile au bus de se garer, de trouver un emplacement facile. Alors en plus, il peut y avoir des gens âgés qui ont des difficultés à marcher. Donc c'est vrai que ça, c'est tout un problème. Ensuite, le problème, c'est aussi la possibilité d'offrir un minimum de sanitaires autour de ces parkings bus. C'est des choses qui vraiment sur lesquelles il va falloir que l'on travaille rapidement d'ailleurs dans les mois et dans les années à venir. Alors, c'est pas tout à fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais effectivement, la remarque est effectuée sur le fait qu'il n'y a pas d'emplacement à proximité du centre historique de Moulins. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué. On est dans une ville avec des rues assez étroites, donc c'est pas toujours facile de faire circuler, voire de faire stationner tous les bus à proximité de tous les monuments. Toutefois, c'est quelque chose qui existe quand même sur le cours Jean Jaurès pour de la dépose. Du stationnement plus spécifiquement place Jean Moulin, parce que des emplacements pour les autocars de tourisme sont prévus, mais effectivement, je rejoins le point de vue, c'est pas toujours le plus simple. Alors, je sais que nous, dans l'information que nous donnons aux autocaristes et aux chauffeurs de bus, nous fléchons systématiquement ces endroits-là. Ils sont peut-être pas forcément toujours très connus, mais ils existent. Voilà. Mais je rejoins aussi Monsieur Barbarin sur et François Larrière, bien évidemment, sur le fait que parfois, pour les groupes, nous sommes sur des publics un peu âgés, et effectivement, une dépose à proximité du monument est important, à proximité du départ de la visite est assez important. C'est pas toujours facile de le faire, mais c'est vrai qu'il faut toujours réfléchir à cet aspect-là quand on met en place de nouvelles prestations touristiques, parce que c'est une demande forte. Alors, par contre, j'espère que ces groupes-là vont continuer à venir, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui semble moins évident. Le tourisme en autocar, c'est un secteur qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui. On espère qu'il va renaître, pour reprendre l'expression régionale. Mais effectivement, plus on mettra d'infrastructures aussi autour, et plus ce sera simple pour nos visiteurs qui sont parfois âgés. J'espère avoir répondu, que nous avons répondu, pardon, à la remarque de François.
Je crois qu'aujourd'hui, sauver notre année 2021, c'est-à-dire être prêt pour le retour des touristes, c'est un vrai défi, quoi. C'est un vrai défi qu'on doit relever tous ensemble, hein. Donc, on a déjà pas mal de choses qui ont été faites dans le passé. Un certain nombre de points ont été mis en place par la Moulin Communauté. Tout à l'heure, ça a été rappelé par le président Périssol, ça a été rappelé aussi par Philippe Boismenu, sur l'appui en particulier aux restaurateurs, sur des bons, sur de la possibilité d'acheter des bons moins chers que la valeur du restaurant, tout ça. Donc ça a permis de tenir, mais maintenant, il faut savoir rebondir, quoi. Dès que le tourisme va s'ouvrir, j'espère que ça se fera rapidement, et que l'envie de revenir dans les régions, et je crois que les régions de France en profiteront avant tout. Les gens viendront dans les régions avant d'aller à l'autre bout du monde. Et donc, nous, il faut qu'on soit prêts. Donc, c'est un peu le but de cette réunion, et j'espère qu'on en fera d'autres, Laurent. Voilà, j'allais dire, c'est une belle conclusion. Merci. Et, je voulais pas faire la conclusion. Je ne veux pas parler après vous, du coup, mais simplement pour préciser qu'effectivement, c'est tout l'objet de cette Académie du tourisme, hein, qui a été créée par Moulin Communauté et l'Office de tourisme il y a quelques années maintenant, c'est de pouvoir vous réunir. Alors effectivement, actuellement, c'est difficile de se réunir physiquement, mais je vois que nous avons été à peu près en moyenne une cinquantaine de personnes aujourd'hui, donc c'est très bien de pouvoir le faire aussi de manière virtuelle. Mais nous allons essayer pourquoi pas, si vous le souhaitez, mais c'est à vous de nous faire remonter vos envies, de pouvoir aussi organiser ce type de réunion de manière peut-être un peu plus sectorielle, par filière, pour pouvoir échanger, pour pouvoir travailler sur des nouveaux produits tous ensemble, sur l'évolution des produits actuels, ou pas forcément par filière, on peut aussi travailler de manière transversale. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de réorganiser de nouveau, soit en présentiel, soit en distanciel, ce type de réunion. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers Moulin Communauté ou vers l'Office de tourisme si vous avez envie de créer des échanges, de pouvoir mettre certains sujets à l'agenda. On se fera un plaisir d'organiser ces réunions et de pouvoir échanger avec vous tous. Je propose qu'on termine là. Philippe. Parfait. Voilà. Écoutez, juste pour conclure, puisque c'est à moi que revient cette lourde charge, eh bien écoutez, je crois que mes collègues ont tous dit, mais soyons imaginatifs, et ce type de réunion, nous l'avons vu, fait émerger des idées, fait émerger des volontés, donc à nous de les mettre en œuvre. Merci à vous tous d'avoir participé, et puis à très bientôt, et puis en espérant que nous ayons dans les mois à venir de très bonnes nouvelles sur la levée de cette pandémie qui nous accable tous. Mais n'oublions pas que le comportement des consommateurs va changer. On aura forcément, rien ne reviendra comme avant. On aura une évolution aussi des méthodes de consommation qui vont évoluer. À nous de nous adapter. Bien, merci, à très bientôt, et puis excellent après-midi. Merci Jean-François, j'ai oublié de te remercier, mais merci beaucoup pour ton intervention et pour tes éclairages. Merci à toi, au revoir tout le monde.